La Canée, nord-ouest de la Crète, 9 novembre 2022, 8h du matin, sortie du ferry. Ça fait plus d'1 an et demi que j'ai lancé l'Odyssée pédestre, la plus longue marche jamais entreprise en Europe, un Odyssée qui m'a amené à traverser l'une après l'autre toutes les montagnes européennes, continentales comme insulaires. En ce jour d'automne grec, j'ai déjà parcouru plus de 16 000 km depuis le départ de Dijon en mars 2021, et après un été 2021 dans les monts français et l'hiver suivant dans les monts ibériques, j'achève en Crète la plus grosse séquence de l'Odyssée. 8 mois à bloc depuis mon arrivée en Sardaigne le 23 février 2022. Ce jour de février me paraît si lointain, j'ai traversé tant de territoires, mais revenons-y un peu. J'arrive alors en Sardaigne par le port d'Olbia, au nord de l'île, et sors d'une coupure de 2 semaines en famille dans ma Bretagne natale, interruption nécessaire pour m'injecter une deuxième dose de vaccin anti-Covid et pouvoir entrer en Italie. Je reprends donc en Sardaigne la marche après une pause conséquente et j'ai intérêt à vite retrouver le rythme, car j'ai devant moi les monts Sardes, très abrupts, et à long terme le plus grand défi de ma vie. Arriver en Crète avant les neiges de l'hiver suivant, donc avant la mi-novembre, en ayant traversé entre-temps et d'un bout à l'autre la Sardaigne, la Sicile, la Corse et surtout 3 massifs européens majeurs. L'Apennin, pris par les neiges du printemps, l'arc royal des Alpes dans son intégralité et enfin la chaîne des Balkans, de la Slovénie au Péloponnèse. Une course contre la montre titanesque qui m'impose de marcher toute l'année 2022 à un rythme d'enfer. De la Sardaigne à la Crète, d'Olbia à la Canée, je n'aurais pris que 5 jours de pause, et de pause forcée. 3 près du sommet de l'Apennin, le Grand Sasso, coincé par une tempête de neige dans l'annexe du refuge fermé du duc des Abruzzes, et 2 autres à cause de pluies diluviennes en Autriche et un peu plus tard au Monténégro. En dehors de ces arrêts contraints, j'ai avancé le plus fort possible pendant 250 jours de l'année 2022, à travers 12 pays, presque toujours en montagne, en avalant au quotidien, en moyenne 1200 mètres de dénivelé et en bivouaquant 95% du temps. Un effort brutal sous un ciel capricieux. Et si des amis m'ont rejoint sur la route, mon frère dans l'Apennin du Sud, Gilou dans les Alpes-Maritimes, Sacha dans le Valais, Antoine dans le Stoubaï, Alba et Erwan dans le Vélébite, si j'en ai rencontré d'autres au détour des chemins, tels Franci et Bowen en Corse, Marianne en Croatie, ou Marion et Paul sur la côte ionienne, je progresse le gros du temps dans une solitude complète, et parfois même pesante, dans les montagnes reculées de la Bosnie et de l'Albanie. La lutte est constante, avec à l'esprit cet objectif inchangé et lancinant, devancer les neiges en attaquant avant elles les cimes crétoises. Et ce matin du 9 novembre 2022, mes derniers doutes s'effacent et un sourire barre mon visage quand j'aperçois, du pont du ferry approchant la Canée, les hautes cimes des Lefkaori, les montagnes blanches qui dominent l'ouest de la Crète. Grande nouvelle, elles sont complètement dégagées des neiges. Mon pari est réussi et 8 mois d'acharnement se voient soudain validés. J'ai la fenêtre de tir que je désirais. À peine mis pieds à terre, je remplis ma besace dans l'épicerie du coin et fonce vers les hauteurs, m'infligeant en 1 jour et demi 2500 mètres de dénivelé d'ascension directe. Objectif, le Parkness, le point culminant emblématique des Lefkaori. Là-haut, c'est le grand spectacle, les montagnes blanches méritent leur réputation. Elles comptent une 60aine de pics de plus de 2000 mètres qui forment un plateau sommital surréaliste, lunaire, totalement minéral. Moins escarpé mais plus désertique encore que les autres montagnes calcaires mythiques d'Europe, que le Dinara croate, que le Prein bosniaque, que les Dolomites italiennes ou même les pics d'Europe espagnoles. Tous ces massifs auxquels je peux facilement comparer la Crète puisque je viens de les traverser lors des mois précédents de l'Odyssée. Près de la borne marquant le sommet du Parkness, je vis une expérience contrastée, car si sa conquête parachève une année d'efforts et constitue le pic de l'Odyssée pédestre, j'ai conscience que le meilleur est à présent derrière moi. Je me doute, à raison, que le reste de l'aventure, l'hiver dans les îles grecques, le printemps dans le Balkan bulgare et l'été dans les Carpates, ne me procureront pas autant d'émotions. J'entame en Crète un lent déclin qui s'achèvera à Vienne dans 10 mois. J'ai donc déjà l'humeur nostalgique, même si beaucoup de choses restent encore à accomplir. Et dans l'immédiat, un premier et très costaud défi, traverser la Crète d'ouest en est sur 500 km très montagneux, avec 2 autres massifs majeurs sur ma route, le mont Ida et le mont Dictée. Comme le montre la carte, l'itinéraire de ma traversée de la Crète aura été plutôt rectiligne, sauf dans son premier quart, qui m'a vu effectuer une ample boucle dans les montagnes blanches. En voilà la raison. Le versant sud des montagnes blanches est strié de gorges monstrueuses, dont celle de Samaria, les plus célèbres d'Europe. J'aurais pu, du sommet du Parkness, redescendre directement vers la côte par l'une de ces gorges, celle d'Eligias ou de Sfakiano par exemple. Mais ça m'aurait amené à chanter un incontournable de la randonnée en Crète, le sentier côtier qui court sur 50 bons kilomètres entre Paléochora et Choraskafion. C'est parce que je voulais incorporer cette section dans mon tracé que j'ai repiqué vers l'ouest à partir du Parkness. Après avoir dormi au pied du Parkness, dans le petit refuge non gardé de Katisveli, mon premier véritable depuis le Monténégro, car l'Albanie et la Grèce n'en comptent pas beaucoup, je file une journée durant vers le couchant, en passant en amont de plusieurs gorges, dont celle de Samaria, avant de m'engouffrer au crépuscule dans celle d'Aya Irini. J'en dévale la moitié au réveil, puis pars de nouveau vers l'ouest en visant une autre gorge, dite d'Anidri, qui enfin, le 2e soir, me dépose sur la plage de Yanniskali, point de départ du fameux chemin côtier.
2 jours durant, je longerai ce sentier des douaniers merveilleux, qui passe par plusieurs criques encaissées et surplombe à d'autres moments d'immenses falaises, imposant entre ces deux phases des ascensions de presque 500 mètres, sur une sente imperceptible et bordant le vide, sans main courante pour assurer la progression. Un des sentiers côtiers les plus exigeants et spectaculaires d'Europe, sans nul doute. Le challenge diminue après Ayarumeli et passé Horaskafion, le sentier laisse place aux pistes et aux petites routes. J'emprunte ces pistes côtières 2 jours de plus jusqu'à la plage spectaculaire de Preveli. Nous sommes au midi du 16 novembre et c'est sur ce site paradisiaque, après la baignade de rigueur, que je dois trancher entre 2 options pour la suite du parcours. Longer la côte quelques jours de plus ou repiquer dans les terres vers le massif central de la crête, l'Ida. Moins vaste que les montagnes blanches mais les surclassant par l'altitude. Malgré des prévisions météo alarmantes et des chutes de neige potentielles, la tentation est trop forte et passé la plage de Preveli, je m'éloigne des côtes sous une bruine intermittente. 2 jours plus tard, un nouveau rêve s'est réalisé. Une demi-heure avant que la brume l'enveloppe durablement, j'ai conquis au soleil le Psiloritis, sommet de la crête avec ses 2456 mètres. Ce n'est pas finalement la neige qui m'aura pourri la vie dans le mont Ida, mais un autre aléa, la qualité des chemins. En effet, le sentier E4, qui est censé traverser ces montagnes, est presque tout du long théorique. Il n'est quasiment pas balisé, et la trace GPS m'amène souvent hors sentier, me contraignant à basse altitude à lutter dans des fourrés d'épineux impitoyables, ou dans des sous-bois jonchés de troncs morts, et dans les hauteurs à prendre pas mal de risques dans des ravines abruptes aux pierriers instables. Dans l'un d'eux, une dégringolade de 2 mètres aurait pu virer au drame quand un rocher déstabilisé durant ma chute me retombe sur le tibia. Une douleur aiguë et le sang jaillissant abondamment me font d'abord craindre le pire, mais après un bref examen, je relativise la catastrophe. Ce n'est qu'une grosse plaie, qu'un garrot suffira à boucher et qui me fera peu souffrir. Une fois de plus, je suis chanceux, car se casser la jambe au milieu d'un perrier, dans des montagnes où l'on ne capte pas, aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Le 19 novembre, je m'extrais avec soulagement de la cuvette de Roubasse, où j'ai bataillé une dernière fois hors sentier. Je vais pouvoir souffler dans les vallées reposantes de l'arrière-pays d'Héraklion, en dormant chaque nuit dans une chapelle accueillante, dont celle de Panaya, qui surplombe le village de Prophétis-Ilias. Le 21, bien requinqué, j'attaque le 3e et plus oriental massif de la crête, le mont Dicté. C'est d'abord une antique voie byzantine qui m'amène sur le plateau arrondi de la Sifi, perché à 900 mètres, parfaitement plat et rendu fertile voilà 100 ans grâce à un ingénieux système d'irrigation par éolienne. Une dizaine de villages tapissent les contreforts qui ceinturent ce plateau arrondi, dont celui d'Aios-Yorgos, depuis lequel j'accomplis dans la matinée du 22, par un froid sibérien, l'ascension des 2148 mètres du sommet du massif, le Psafi. Là-haut m'attend le plus beau des panoramas crétois, la vue filant dans toutes les directions jusqu'à la mer. Une dernière fois en 2022, j'ai dépassé la barre des 2000 mètres, ce qui n'adviendra plus durant l'Odyssée pédestre avant 6 mois, et le Grand Balkan bulgare. Le lendemain, je mesure ma chance, l'été indien a pris fin le jour même où j'ai quitté la haute montagne. La neige tombe à présent là-haut, et en bas, c'est un ciel nuageux qui m'accompagne, bien qu'il laisse parfois percer le soleil et retienne ses pluies jusqu'au soir, après que j'ai trouvé une chapelle pour m'en protéger. Sous cette grisaille relative, ballottée par le vent, je file vers la côte orientale, de collines en gorge, entre des champs d'oliveraies à perte de vue, produisant la meilleure huile du monde. Le littoral est atteint le 25 novembre, le port de Sitia le lendemain, terme d'un baroud crétois que je ne recommande pas nécessairement sous cette forme. Trop de lutte hors sentier, trop de temps faible sur l'asphalte et les pistes dans la moitié orientale de l'île. À ceux qui souhaitent découvrir la crête à pied, je conseille plutôt une boucle dans les montagnes blanches de l'ouest de l'île, en suivant par exemple ce tracé que j'affiche et dont le lien est en description. Très exigeant, il permet d'arpenter tous les hauts sommets, le sentier côtier dans son intégralité et 3 gorges majeures, mais pas celle de Samaria, et devrait vous occuper 1 semaine à 10 jours, 80% du temps sur des sentiers exceptionnels. Peut-être la boucle la plus spectaculaire de 170 km qu'on puisse effectuer sur une île européenne.